16 mai. Pendant les 2 jours suivants, mes affaires ont fait d'énormes progrès. Décidément, la jeune princesse me déteste. On m'a répété 2 ou 3 épigrammes décochées à mon adresse assez vives, mais aussi très flatteuses. C'est affreux et étrange pour elle que moi, habitué à l'élégante société, qui ai été reçu au milieu de leurs parents à Pétersbourg, je ne cherche point à faire connaissance avec elle. Nous nous rencontrons chaque jour au puits, sur le boulevard, et j'emploie toutes mes ressources à éloigner d'elle leurs adorateurs et le brillant aide-de-camp et les pâles moscovites et les autres. Et presque toujours j'y réussis. Ordinairement, je n'aime point à recevoir du monde chez moi, mais maintenant ma maison est pleine chaque jour. On soupe, on joue chez moi, et mon champagne a plus d'attrait que les feux magnétiques de leurs beaux yeux. Hier, je les ai rencontrés dans le magasin de Tchelakov. Elle marchandait un admirable tapis persan. La jeune princesse suppliait sa mère de ne pas hésiter sur le prix. Ce tapis ornerait si bien son boudoir. J'ai donné 40 roubles en sus et l'ai obtenu. Pour cela, j'ai été gratifié d'un coup d'œil où brillait le plus ravissant dépit. Avant le dîner, j'ai à dessein donné l'ordre de promener près de leur fenêtre mon cheval tcherkesse, couvert de ce tapis. Werner était chez elle en ce moment et m'a dit que l'effet produit par cette scène avait été dramatique. La jeune princesse veut recruter contre moi une armée, et plus tard j'ai remarqué que 2 aides-de-camp placés auprès d'elle me saluaient très sèchement, et cependant tous les jours il dîne chez moi. Grutschnitsky a pris un air mystérieux. Il va les mains croisées derrière lui et ne reconnaît plus personne. Sa jambe s'est rétablie subitement et il boite à peine. Il a trouvé l'occasion d'entamer une conversation avec la princesse mère et a pu débiter quelques compliments à sa fille. D'évidence, elle n'est pas très difficile, car depuis lors elle répond à ses salutations par un sourire fort aimable. « Tu ne veux décidément pas faire connaissance avec les dames Ligovska ?» m'a-t-il dit hier. « Non, décidément. C'est cependant la maison la plus agréable des eaux, et l'on y trouve la meilleure société. Mon cher, la société m'ennuie affreusement ici. Mais toi, vas-tu chez elle ? Pas encore. J'ai causé 2 fois avec la jeune princesse, pas davantage. Tu sais qu'il est gênant de se présenter soi-même dans une maison où l'on n'est pas connu. C'est en dehors des usages. Ce serait une autre affaire si j'avais des épaulettes. Pardon, mais tu es ainsi bien plus intéressant, vraiment. Tu ne sais pas profiter des avantages de ta situation. Ton manteau de soldat fait de toi aux yeux d'une jeune fille sentimentale un héros et un martyr. » Grutschnitsky m'a envoyé un sourire de contentement. « Quelle bêtise !» a-t-il dit. « Je suis sûr, ai-je continué, que la jeune princesse est déjà amoureuse de toi. » Il a rougi jusqu'aux oreilles et s'est rengorgé. « Ô amour-propre, tu es le levier que demandait Archimède pour soulever le monde. »« Tu plaisantes toujours, » a-t-il dit en ayant l'air de se fâcher. « D'abord, elle me connaît si peu. »« Les femmes n'aiment que ceux qu'elles ne connaissent pas. »« Oui, mais je n'ai aucune prétention à plaire. Je désire tout simplement faire connaissance avec une famille agréable, et ce serait ridicule si je nourrissais quelques espérances. Vous autres, par exemple, c'est une autre affaire, vous avez eu des succès à Saint-Pétersbourg, vous n'avez qu'à regarder une femme pour qu'elle s'éprenne de vous. Sais-tu, Petchorine, que la jeune fille a parlé de toi ? » ?»« Comment ? Elle t'a parlé de moi ? » ?»« Oui, mais ne t'en réjouis pas. J'avais par hasard entamé une conversation avec elle auprès du puits. Voici les quelques mots qu'elle m'a dit. « Quel est ce monsieur qui a le regard si désagréable et si dur ? Il était avec vous le jour où... » Elle a rougi et n'a pas osé rappeler le jour où elle a eu pour moi cette attention qui m'est si chère. Elle n'avait pas besoin de rappeler cela, le souvenir en sera éternellement gravé dans ton cœur. Mon cher Petchorine, je ne te félicite pas. Tu as vraiment une mauvaise réputation auprès d'elle, et je le regrette, car Marie est charmante. Il faut vous faire observer que Grutschnitsky est de ces hommes qui, en parlant de femmes qu'ils connaissent à peine, les appellent « ma Marie »,« ma Sophie », si elle a le bonheur de leur plaire.
J'ai pris un air sérieux et lui ai répondu. « Elle n'est donc pas méchante. Prends-y garde, Groutchnitsky. Les jeunes filles russes, en grande partie, ne vivent que d'amour platonique, sachant ne pas le confondre avec le mariage. Et cet amour platonique est ce qu'il y a de plus effrayant. La jeune princesse me paraît être de ces femmes qui veulent être amusées. Si elle s'ennuie 2 minutes de suite auprès de vous, vous êtes irrévocablement perdu. Votre silence doit éveiller leur curiosité. Votre conversation ne doit jamais les satisfaire complètement. Il faut les troubler à chaque instant. 10 fois elles braveront pour vous l'opinion publique et elles appelleront cela un sacrifice. Mais pour se payer de ce sacrifice, elles se mettront à vous tourmenter et puis vous diront tout crûment un jour que vous leur êtes insupportable. Si vous ne prenez pas le pouvoir sur elles, leur premier baiser ne vous donnera pas droit à un second. Elles seront assez coquettes avec vous, mais au bout d'1 an, elles se marieront à un monstre qu'elles ne prendront que pour obéir à leur mère et se mettront à vous persuader qu'elles sont malheureuses, qu'elles n'ont aimé qu'un seul homme, qui est vous, et que le ciel n'a pas voulu les unir à cet homme parce qu'il portait un vêtement de soldat, quoique sous ce grossier manteau gris bâtit un cœur ardent et noble. » Groutchnitsky a frappé du poing sur la table et s'est mis à marcher de long en large dans la chambre. Intérieurement, je riais, et 2 fois même j'ai souri, mais par bonheur il ne l'a pas remarqué. Il est évident qu'il est amoureux, car il est devenu encore plus confiant qu'auparavant. Il avait sur lui un anneau en argent oxydé, produit du pays. Cela m'a paru suspect, je l'ai examiné, et qu'ai-je vu ? Le nom de Marie gravé en très petites lettres à l'intérieur de l'anneau et la date du jour mémorable où elle avait ramassé son verre. J'ai dissimulé ma découverte. Je ne veux point lui arracher son secret, mais je veux qu'il me choisisse lui-même pour son confident, et alors je serai au comble de la joie. Aujourd'hui, je me suis levé tard. Je suis allé au puits où je n'ai trouvé personne. Il fait chaud. Très chaud. Des petits nuages blancs et cotonneux accourent rapidement des montagnes neigeuses vers nous et annoncent un orage. La tête du machouk fume comme un flambeau éteint. Autour de lui glissent et rampent comme des serpents des flocons de nuages gris. Les arbres de la montagne les déchirent et retardent leur marche impétueuse. L'air est plein d'électricité. Je me suis enfoncé sous l'allée de treilles auprès de la grotte. J'étais triste. Je pensais à cette jeune femme qui a une tache à la joue et dont m'a parlé le docteur. Pourquoi est-elle ici? Est-ce bien elle? Mais pourquoi croire que c'est elle? Et pourquoi me le persuader? Il n'y a donc pas d'autre femme qui ait aussi une tache sur la joue? En pensant à tout cela, je suis entré dans la grotte et j'ai regardé. À l'ombre de la voûte, une femme était assise sur un banc de pierre. Elle était en chapeau de paille, enveloppée d'un châle noir, la tête penchée sur sa poitrine. Son chapeau cachait son visage. Je songeais déjà à m'en retourner afin de ne pas troubler sa rêverie lorsqu'elle m'a regardé. « Viera !» me suis-je écrié malgré moi. Elle a frissonné, pâli et m'a dit: « Je savais que vous étiez ici. » Je me suis assis à côté d'elle et lui ai pris les mains. Un trouble, oublié depuis longtemps, a parcouru tout mon être en entendant cette voix chérie. Elle me regardait dans les yeux avec ses yeux profonds et calmes. Elle exprimait de la défiance et quelque chose de semblable à un reproche. « Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps, » lui ai-je dit. « Oui, depuis longtemps, et nous sommes bien changés tous les deux. Se pourrait-il... Tu ne m'aimes déjà plus? Je suis remarié, m'a-t-elle dit. Ah, mais il y a quelques années, cette même raison nous séparait, et cependant... Elle a retiré sa main de la mienne et ses joues se sont enflammées. Peut-être aimes-tu ton second mari? Elle ne m'a pas répondu et s'est retournée. Ou il est jaloux? Elle se taisait.
Mais alors quoi? Il est jeune, beau et probablement très riche, et tu as des craintes? Je l'ai regardée, elle était bouleversée. Son visage exprimait un profond désespoir. Des larmes coulaient de ses yeux. « Dis-moi, » a-t-elle murmuré enfin, « tu as donc plaisir à me faire souffrir? Je devrais te haïr, car depuis le jour où nous nous sommes connus, tu ne m'as valu que des souffrances. » Sa voix tremblait. Elle s'est penchée et a appuyé sa tête sur ma poitrine. « Peut-être, ai-je pensé, m'as-tu aimé précisément pour cela, car les joies s'oublient, les souffrances jamais. » Je l'ai étreint avec force, et nous sommes restés ainsi longtemps. Enfin nos lèvres se sont rapprochées et se sont confondues dans un long et ardent baiser. Ses mains étaient froides comme de la glace, et sa tête brûlait. Alors il a commencé entre nous une de ces conversations qui, sur le papier, n'ont plus de sens, qu'on ne peut répéter et dont on ne peut se souvenir. Le ton des voix définit et complète l'expression des paroles, comme dans la musique italienne. Elle ne veut décidément pas que je fasse la connaissance de son mari. C'est un des vieillards boiteux que j'ai rencontrés sur le boulevard. Elle ne l'a pris qu'à cause de son fils. Il est riche et souffre de rhumatisme. Je ne me suis permis aucune plaisanterie sur lui, car elle l'estime comme un père, et elle le trompera comme un mari. Chose bizarre dans le cœur humain, et surtout chez la femme. Le mari de Viera se nomme Simon Vassilievitch G. Il est parent éloigné de la princesse Ligovska et ils demeurent l'un près de l'autre. Viera va souvent chez les princesses. Je lui ai donné ma parole que je ferai connaissance avec les dames Ligovska et courtiserai la jeune fille pour détourner d'elle l'attention. Mes plans ne seront pas dérangés de cette manière et j'en suis tout gai. Tout gai, oui, j'ai déjà dépassé cette période de la vie où l'on a le bonheur et où le cœur sent le besoin d'aimer avec force et passion n'importe qui. Maintenant, je ne désire plus que d'être aimé, et par un très petit nombre. Aussi, il me semble qu'un seul attachement auquel je serais fidèle serait tout ce qu'il me faudrait. Pitoyable disposition du cœur. Une chose surtout me paraît étrange. Je n'ai jamais pu me rendre l'esclave d'une femme aimée. Au contraire, j'ai toujours dominé leur volonté et leur cœur avec une puissance irrésistible, et cela sans faire aucun effort. Pourquoi cela? Est-ce parce que je ne les exalte jamais à leurs yeux et qu'à tout moment elles craignent de me voir m'échapper de leurs mains? Ou bien est-ce l'influence magnétique d'une forte organisation? Ou tout simplement ne m'a-t-il pas été donné jusqu'à présent de rencontrer des femmes au caractère impérieux? Il faut avouer que je n'aime guère les femmes à caractère fort. Est-ce là leur affaire? En vérité, je me souviens maintenant que je n'ai aimé qu'une fois, une seule fois, une femme à la volonté ferme, et que jamais je ne pus dompter. Nous nous quittâmes brouillés, et peut-être que si je l'avais rencontrée 5 ans plus tard, nous nous serions séparés autrement. Viera est malade, très malade, quoiqu'elle ne l'avoue pas. Je crains qu'elle ne soit phtisique ou qu'elle ne soit atteinte de ce mal qu'on appelle une fièvre lente, maladie qui n'est pas russe le moins du monde et qui n'a pas de nom dans notre langue. L'orage nous a arrêtés dans la grotte et retenu une demi-heure de plus. Elle ne m'a point contraint à lui faire des serments éternels et ne m'a pas demandé si j'avais aimé d'autres femmes depuis le jour où nous nous étions séparés. Elle s'est confiée à moi de nouveau avec son insouciance d'autrefois, et je ne la tromperai pas. C'est la seule femme dans le monde que je n'aurais jamais songé à tromper. Je sais que nous nous séparerons bientôt de nouveau, et peut-être pour l'éternité. Nous allons tous deux à la tombe par des chemins différents, mais son souvenir est inviolablement placé dans mon âme. Je le lui répète toujours, et elle me croit, quoiqu'elle dise le contraire. Enfin, nous nous sommes séparés.
Je l'ai suivi longtemps du regard jusqu'à ce que son chapeau ait disparu au milieu des arbres et des rochers. Mon cœur malade s'est serré comme après notre première séparation. Je me suis réjoui de ce sentiment. Est-ce que ce serait la jeunesse avec ses orages bienfaisants qui voudrait encore me revenir, ou bien serait-ce sa dernière faveur, son regard d'adieu, son dernier don pour le souvenir? Il serait vraiment plaisant de m'imaginer que j'ai encore l'air d'un adolescent, et cependant mon visage, quoique pâle, est encore frais. Mes membres sont souples et vigoureux, mes cheveux forment d'épaisses boucles, mes yeux jettent des flammes, mon sang bouillonne. Je suis revenu chez moi, je suis monté à cheval et je suis allé galoper dans la steppe. J'aime courir sur un cheval fougueux à travers les grandes herbes contre le vent. J'aspire avec avidité les émanations suaves. Je plonge mon regard dans les bleus lointains, m'efforçant de saisir les contours vagues des objets, qui, à chaque instant, deviennent de plus en plus perceptibles et s'éclairent. Quelle que soit l'affliction qui enveloppe mon cœur, quelle que soit l'inquiétude qui tourmente ma pensée, tout en un instant disparaît. Quelque chose de léger se lève dans mon âme, la fatigue du corps triomphe du trouble de l'esprit. Il n'y a pas de regard de femme que je ne puisse oublier en voyant nos montagnes boisées, illuminées par le soleil de juin, le ciel bleu, et en écoutant le torrent qui roule avec fracas de rocher en rocher. Je pense que les Cosaques, qui bâillent sur la porte de leur chaumière en me voyant galoper sans raison et sans but, ont dû longtemps s'inquiéter de cette énigme, car à mon vêtement ils doivent me prendre pour un circassien. On m'a dit effectivement que lorsque j'étais à cheval dans le costume circassien, je ressemblais beaucoup plus à un kabardien que bon nombre d'habitants de Kabarda. Et en effet, qui oserait altérer ces nobles vêtements de guerre? Quant à moi, je les porte en dandy accompli. Pas un galon inutile, des armes de prix, mais d'un simple travail. Un chapeau en fourrure ni trop haut ni trop bas, des jambières et des sandales parfaitement ajustées, un bêchemette blanc, un alezan circassien. J'ai étudié longtemps la manière de s'asseoir des habitants de la montagne, et on ne peut mieux flatter mon amour-propre qu'en reconnaissant mon habileté à monter à cheval comme les gens du Caucase. J'ai 4 chevaux, un pour moi, 3 pour mes amis, afin de ne pas m'ennuyer à courir seul les champs. Ils montent mes chevaux avec plaisir, mais ne vont jamais avec moi. Il était déjà 6 heures du soir lorsque je me suis souvenu qu'il était temps de dîner. Mon cheval était épuisé, et je suis revenu par le chemin qui conduit à la colonie allemande de Piatigorsk, où souvent la Société des eaux va en pique-nique. Le chemin serpente au milieu des arbres et descend dans un petit ravin, où coulent en murmurant sous les hautes tiges des foins de petits ruisseaux. Autour s'élèvent en amphithéâtre les masses sombres du Bechtou, du Ziemnoï, du Geliesnoï et du Lissoï. En descendant dans un de ces ravins que les habitants du pays appellent Balkami, je me suis arrêté pour abreuver mon cheval. En ce moment, une cavalcade bruyante et fort élégante s'est montrée dans le chemin. Les dames étaient en amazone noire et bleue, et les cavaliers en costume mélangé de circassiens et de vêtements ordinaires. Grutschnitski marchait en tête avec la princesse Marie. Les dames, aux eaux, croient encore aux attaques des circassiens en plein jour. Probablement à cause de cela, Grutschnitski avait suspendu sous son manteau de soldat un sabre et une paire de pistolets. Il était assez plaisant sous ce costume de héros. Un grand buisson me cachait à leurs yeux, mais à travers les feuilles j'ai pu voir et deviner à l'expression de leur visage que la conversation avait un tour sentimental. Ils sont arrivés enfin auprès de la descente. Grutschnitski a pris le cheval de la jeune princesse par les rênes, et j'ai pu entendre la fin de leur conversation. « Et vous voulez passer toute votre vie au Caucase ?» disait la princesse. « Qu'est pour moi la Russie ?» a répondu son cavalier. « Une contrée où des milliers d'hommes, parce qu'ils sont plus riches que moi, me regarderont avec mépris, tandis qu'ici, ce grossier uniforme ne m'a pas empêché de faire connaissance avec vous. »« Au contraire,
a dit la princesse en rougissant légèrement. Le visage de Grushnitski s'est illuminé de plaisir. Il a continué. Ici, au milieu du bruit et sous les balles de ces peuples sauvages, ma vie s'écoule vite et sans que je m'en aperçoive. Et si Dieu m'envoyait chaque jour un regard ardent de femme, un seul semblable à celui. À ce moment, ils arrivaient au point où je me trouvais. J'ai fouetté mon cheval à l'épaule et suis sorti du milieu des arbres. « Mon Dieu, un circassien !» s'est écriée la princesse avec terreur. Afin de les détromper, j'ai répondu en français, les saluant légèrement. « Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier. » Elle a paru agitée. Mais pourquoi? Était-ce à cause de son erreur ou à cause de l'audace de ma réponse? J'aurais désiré que ma dernière supposition fût vraie. Grushnitski m'a envoyé un regard de mécontentement. Après la soirée, vers 11 heures, je suis allé me promener dans l'allée sous les tilleuls du boulevard. La ville dormait, cependant on voyait encore de la lumière à quelques fenêtres. De trois côtés, des rochers. C'est la chaîne du Machlouk, au sommet de laquelle s'étend un nuage de mauvais augure. La lune s'est levée à l'orient. Au loin, les montagnes couvertes de neige brillent comme une frange d'argent. Les cris des sentinelles se mêlent au bruit des sources minérales ouvertes pendant la nuit. De temps en temps, le pas sonore d'un cheval retentit dans les rues. Le claquement du fouet des postillons lui forme un accompagnement auquel se joint un refrain tartare. Je me suis assis sur un banc et me suis mis à rêver. Je sentais le besoin d'épancher mes pensées dans une conversation amicale. Mais avec qui? Que fait Viera maintenant? Je donnerais bien des choses pour lui serrer la main en ce moment. Soudain, j'entends des pas rapides et inégaux. Sûrement, c'est Grushnitski. Et c'est lui, en effet. « D'où viens-tu ?»« De chez les princesses Ligovska, » m'a-t-il dit d'une voix grave. « Comme Marie chante !»« Je parierais qu'elle ignore que tu es sous-officier. Elle croit sans doute que tu es un officier destitué. »« Peut-être. Qu'est-ce que cela peut me faire ?» a-t-il dit d'une manière distraite. « Rien, je dis cela seulement. »« Mais sais-tu, toi, que tu l'as irritée sérieusement ? Elle a trouvé que tu étais d'une arrogance inouïe. J'ai tâché de la persuader que tu étais au contraire très aimable et que tu savais bien le monde et que tu ne pouvais avoir eu l'intention de l'offenser. Mais elle m'a dit que tu avais le regard impertinent et que sûrement tu devais avoir une très haute opinion de toi-même. Elle ne se trompe pas. Mais toi, ne voudrais-tu pas par hasard prendre parti pour elle ? Je regrette de ne pas encore avoir ce droit. Ah, ai-je pensé, il a certainement déjà des espérances. Ce qui est fâcheux pour toi, c'est que tu auras maintenant bien de la peine à faire leur connaissance, et c'est regrettable, parce que leur maison est une des plus agréables que je connaisse. J'ai souri intérieurement. La maison la plus agréable pour moi est la mienne, lui ai-je dit en bâillant, et je me suis levé pour m'en aller. Tant pis, avoue cependant que tu regrettes tout cela. Quelle absurdité! Mais si je veux demain soir, je serai chez les princesses. Vraiment? Eh bien, pour te faire plaisir, je veux me mettre à faire la cour à la jeune fille. Oui, si elle veut bien causer avec toi. Ah, pardon, je n'ai qu'à attendre le moment où ta conversation l'ennuiera. Adieu, je vais flâner. Il me sera impossible de dormir maintenant. Si nous allions au restaurant là où on joue, il me faut à présent des émotions fortes. Je te souhaite de perdre. Je suis rentré chez moi.